Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition spéciale. Spéciale en ce que nous parlons de la République centrafricaine. Avec la grande attente de la décision de la Cour constitutionnelle quant au décret présidentiel portant comité chargé de rédiger la nouvelle constitution. Il faut bien le rappeler. L'opposition sous le bloc républicain, ce regroupement de certains partis politiques avait saisi il y a un peu plus d'une semaine la Cour constitutionnelle pour demander tout simplement l'annulation du décret présidentiel. Eh bien, en attendant ce verdict qui sera donné dans quelques heures, c'est-à-dire le vendredi à 11 h, heure de Bangui, quels seront les différents scénarios qui pourraient se retrouver finalement et quel sera l'avenir du pays dans ce cas? Ce sont des questions que nous nous posons dans le cadre de cette édition qui est en coprésentation, bien sûr, avec Siké Doumbé. Bonsoir Bachir Ladan, évidemment, édition spéciale dans l'attente justement de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est bien sûr, comme là, vous l'avez rappelé, c'est demain, vendredi, lorsqu'il sera exactement 11 h. On saura exactement, alors, voilà, quelle décision a été arrêtée par cette Cour, comme on l'a rappelé sur ce plateau. Vous le savez, de ce côté-là, les positions sont divergentes. En tout cas, ici, c'est l'occasion pour nous d'analyser, bien sûr, cette situation, les enjeux autour de cette décision constitutionnelle tant attendue avec nos invités ce soir. Bachir. Des invités, il y en a, et pas des moindres de qualité. Des invités qui connaissent très bien la situation centrafricaine et surtout les différents enjeux géopolitiques et géostratégiques qui sont liés à la rédaction de cette nouvelle constitution. Et sur le plateau, donc, nous sommes avec le président Matomba. Président, bonsoir, merci d'être avec nous. Édition spéciale oblige, on parle de la RCA. Bonsoir, Monsieur Ladan, bonsoir, Madame Siké. Merci de m'avoir convié sur votre plateau. Je profite pour saluer les millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers votre chaîne. Merci à vos présidents Matomba. À mes côtés, avant d'aller peut-être en face, à mes côtés, c'est bien sûr le docteur Yambé Timba. Vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Bonsoir, Madame Siké. Vous allez y arriver. Voilà. Alors, on poursuit avec le... Oui, le dernier, pas le moindre. Voilà, consultant permanent, mais aussi sur nos différentes... programmes, sur nos différents programmes, et notamment oui. Le point sur l'actualité. On se retrouve encore, Jonathan Batengene, bien le bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir Président Matomba, bonsoir notre princesse Siké Doumbé, bonsoir à l'aîné, le docteur Yam Timba, illustre aîné, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent et qui certainement sont en haleine sur ce sujet ô combien crucial. Voilà donc le plateau, le panel est donc présenté. On va rapidement ouvrir notre débat sur la question de ce soir dans l'attente justement de la décision de la Cour constitutionnelle. À quoi devrait-on s'attendre? On va peut-être commencer sur cette question, peut-être avec vous justement, Jonathan Batengene. Cette attente au niveau de la République centrafricaine, nous sommes dans quelques heures seulement. Quels sont... il y a plusieurs scénarios, Bachir le rappelait justement tout à l'heure. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Quels sont les enjeux? Les enjeux sont énormes. Ils sont énormes parce que la Centrafrique est dans une phase cruciale. Oui. On a amorcé la transition depuis déjà 3 ans. Le pays est en train de connaître des mutations importantes. On est parti d'une situation sécuritaire délétère avec plus de 60% du territoire qui était entre les mains de groupes des armées terroristes. Oui. Aujourd'hui, on a plus de 95% du territoire qui est contrôlé par les forces armées républicaines de Centrafrique. On a davantage un pays qui se tourne vers la modernité, qui aspire à des changements qualitatifs importants, qui se dote d'un programme de gouvernance fort, par exemple le projet Sango, oui. Avec tout un hub technologique qui sera porté par le Sango Coin et l'ensemble des projets qui seront tokenisés dans le Sango. Et vous avez une vision donc qui se retrouve happée par le cadre constitutionnel de la Centrafrique. Le cadre constitutionnel, c'est lequel?
c'est un cadre constitutionnel de transition. C'était une constitution de transition qui avait été rédigée dans l'esprit du consensus. Vous avez les processus assez lourds, comme par exemple les signatures du président qui sont contre-signées par des subalternes. Du point de vue bureaucratique, c'est une aberration. Vous ne pouvez pas être le décideur en dernier recours et vos signatures sont contre-signées par des subalternes. C'est des situations qui sont uniques dans le monde. C'est des situations qui interpellent l'expertise centrafricaine. C'est des situations qui interpellent le génie centrafricain. Et on a vu ce peuple qui est aujourd'hui alerte, ce peuple qui est assez éclairé, qui est sorti lors des manifestations du 11 septembre dernier. En faveur de la réécriture de la Constitution. Pour demander la modification et la réécriture, pour une grosse majorité. Ils ont demandé la réécriture de la Constitution centrafricaine pour l'arrimer aux défis contemporains. Et en écoute à cette demande populaire, à cette demande légitime du peuple, qui est le seul souverain, le président Touadéra a décidé d'initier cette réforme constitutionnelle qui est aujourd'hui un travail de réécriture. On a ce collectif qui est né, un collectif qui n'est pas assez populaire, mais qui a des soutiens à l'extérieur, des soutiens au niveau de l'Union européenne, il faut le reconnaître, des soutiens qui se comptent parmi les ennemis de la Centrafrique. Donc quand nous disons de ceux qui s'opposent justement à tout à fait, le BDRC, je crois bien, le bloc démocratique pour la défense de la Constitution. Bon, ce bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC. Donc ce bloc qui a des affinités avec l'Occident entend confisquer la Centrafrique dans la constitution de transition qui, ils le savent, n'est plus en résonance avec les aspirations actuelles du pays, ni avec même la situation actuelle du pays. Ils veulent confisquer le pays dans une situation passée, dans une situation qui l'empêche de véritablement décoller, et ils le font pour des intérêts personnels. Ils se font pour les intérêts personnels. Malheureusement aussi, au sein du Conseil constitutionnel, on a des acteurs qui jouent un jeu trouble et qui se laissent happer par les appétits personnels. Par exemple, les appétits de carrière au sein du fonctionnariat international, notamment l'Union européenne qui fait miroiter à certains postes juteux. On ne va pas parler de la présidente Danielle Darlan, elle-même descendante d'un Français qui a vécu en Centrafrique, qui n'a même pas eu le courage d'assumer sa descendance, parce qu'il a quitté le papa Georges Darlan, tout petit, avec sa maman, sur la terre de Centrafrique. Donc, cette dame, aujourd'hui, pense qu'elle est redevable vis-à-vis de cette France-là et de l'Union européenne. Et elle veut se mettre en lumière, elle veut surtout servir ses propres intérêts. C'est malheureux, c'est vraiment une situation déplorable pour un pays comme la Centrafrique, qui a la chance, une opportunité d'entrer dans l'histoire positivement en Afrique. Vous savez, la Centrafrique, ça a été une expérience douloureuse, des guerres à répétition. Et nous aimons à le dire, la seule certitude en Centrafrique, c'était l'imminence le début d'une prochaine guerre civile. On n'était pas sûr de son développement, mais on était sûr au moins que la prochaine guerre civile aura lieu dans quelques mois. Et aujourd'hui, Madame Darlan, de manière un peu égoïste, va se laisser happer par les promesses faramineuses de l'Occident, va compromettre l'avenir de plusieurs générations alors qu'elle peut prendre la bonne décision, c'est-à-dire soutenir cette initiative, appuyer le travail du président Touadéra, parce que c'est le président Touadéra qui soutient sa candidature à la présidence. Ce n'est pas un retour d'ascenseur qu'elle fait au président Touadéra. Elle fait un retour d'ascenseur au peuple centrafricain, qui majoritairement a demandé cette réforme. Si cette dame a à cœur la Centrafrique comme le président Touadéra, c'est la seule bonne décision qu'elle pourrait prendre. Et d'ailleurs, tous les membres du Conseil constitutionnel avec elle. C'est la seule bonne décision. Ce serait de donner la chance à tous ces jeunes centrafricains qui viennent par milliers au Cameroun, par exemple, pour suivre leurs études. Ils sont là à l'université de Douala et nous les avons parmi nos étudiants.
qui viennent par milieu. Dans la ville de Douala, vous savez que carrément ceux qu'on appelle les noirs dans l'activité de moto-taxi, qui est une activité précaire, c'est carrément les Benski, les Centrafricains, les fils, les réfugiés de Centrafrique. Et cette dame, Madame Darlan, elle a l'opportunité de donner une chance à ces gens. C'est de leur permettre de vivre dans une Centrafrique pacifiée, une Centrafrique organisée, dont le cadre constitutionnel est en cohérence avec les aspirations actuelles. Merci Jonathan Batengene. Docteur Yambe Timba, Jonathan Batengene a cité Madame Darlan au moins 6 fois dans ses propos. On peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'accroche à ses lèvres. Que va-t-elle décider? À quoi est-ce que vous attendez en tant qu'analyste justement de cette situation? Eh bien, je m'attends à ce qu'elle soit une Centrafricaine. C'est-à-dire qu'elle évite le coup d'état scientifique et constitutionnel qui est envisagé. Par-delà, le coup d'état, un coup d'état éventuel qui puisse être violent, brutal, militaire, et qui puisse être organisé, instrumentalisé, mais qu'elle évite, à travers la Cour constitutionnelle, le coup d'état scientifique et constitutionnel qui pourrait servir à maintenir la tutelle sur l'exécutif centrafricain. Mais justement, Dr Yambe, c'est aussi ce qui est reproché au président Touadéra par cette opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle. Elle dit que le président Touadéra est en train d'opérer un coup d'état constitutionnel. Non, je pense qu'il faut relire clairement la constitution centrafricaine. Oui. Et il faut se souvenir des propos de la présidente actuelle même de la Cour lors de l'investiture du président Touadéra, qui lui recommandait de créer des moments constitutionnels lorsqu'il ressentira le besoin face aux difficultés de sa tâche, face aux interpellations de sa position. Et je crois que c'est cela qu'il faut attendre d'elle, qu'elle reste cohérente avec elle-même et qu'elle ne dise pas une chose et fasse le contraire, ce qui nous a semblé être la ligne ces derniers temps avec le verdict sur le projet Sango, parce que nous n'avons pas très bien compris pourquoi la Cour constitutionnelle jugeait d'un projet. Oui. Je pense que c'était un peu curieux. Et donc, si on avait eu un jugement sur la loi sur le Bitcoin, peut-être aurions-nous dû dire c'était une loi et peut-être qu'il y avait matière à ce que la Cour constitutionnelle se prononce. Sur un projet marketing. Mais sur un projet, c'est-à-dire quelque chose qu'on envisage, c'était assez curieux. Donc, je pense que c'est ce que nous devons attendre d'elle. Et nous pourrions comprendre que la situation aujourd'hui est telle que ceux qui, hier ou jusqu'à aujourd'hui, profitent de la situation en Centrafrique, eh bien, sont marqués par le syndrome haïtien, par le syndrome vietnamien, par le syndrome algérien, mais également par les traumatismes Karinou avec le Congo-Wara et Oumyové avec l'UPC. Cela est fort compréhensible et on peut imaginer que le syndrome haïtien, il a une portée très particulière dans le sens où il peut interpeller les États-Unis qui n'ont pas forcément envie de voir une république noire à leur porte parce que les 90 millions, 60 à 90 millions de noirs aujourd'hui représentent à peu près 25%, 20-25% de la population américaine et leur fortune est équivalente à peu près à 12% du PIB des États-Unis, ce qui veut dire 2400 milliards, entre 2400 et 3000 milliards de dollars, ce qui est largement dans la fourchette du PIB de la France. Donc, on comprend qu'il y a des enjeux et une certaine lecture du monde qui permet de comprendre d'où peuvent venir quelquefois les pressions pour maintenir le chaos et continuer à contrôler les masses centrafricaines ainsi que le pays centrafricain à travers ce chaos-là permanent dont certains peuvent être le relais à l'intérieur du pays. Mais dans le même temps, je pense que la Cour constitutionnelle est composée de gens qui n'ont plus 20 ans, de gens qui n'ont plus des appétits primaires, des gens qui ont un certain parcours, des gens qui aujourd'hui ne devraient, si l'on considère
une sorte de gradation des besoins dans la vie d'un être humain, devraient avoir aujourd'hui plus des besoins de reconnaissance et d'inscription de leur nom dans l'histoire, un peu comme lorsque vous atteignez l'âge de la présidente, la plupart des membres vous demandez comment se souviendra-t-on de moi? Comment se souviendra-t-on de moi? Comment se souviendra-t-on de tous ces membres de la Cour constitutionnelle demain? Leurs noms seront-ils jetés dans l'histoire comme le nom de Hitler ou tous les autres de la même espèce, ou seront-ils du bon côté de l'histoire et ils seront célébrés comme on célèbre tous les héros? J'espère que c'est cela qu'il faut qu'ils comprennent et que nous avons là des temps nouveaux. Pardon? Si je vous ai bien compris, et en ce moment-là, le bon côté de l'histoire serait de permettre à la République centrafricaine de se doter d'un véritable outil législatif. Mais absolument, parce que nous sommes face à des temps nouveaux. Nous sommes dans des temps nouveaux qui demandent de bâtir un monde nouveau grâce à des instruments, à des outils constitutionnels, juridiques, politiques qui sont originaux, qui sont nouveaux, qui respirent des attentes longtemps frustrées, longtemps repoussées, longtemps rejetées, et qui aujourd'hui, malheureusement, auront du mal à être contenus. Et donc, il est bon que tout le monde puisse bien le comprendre. C'est des temps nouveaux. Et ces temps nouveaux-là ont besoin que les choses soient faites de cette façon. Je pense que les membres de la Cour constitutionnelle ont intérêt à être des acteurs historiques et qui vont se donner la possibilité de devenir inoubliables, de devenir des souvenirs forts et d'être exactement ce qu'on attend d'une Cour constitutionnelle, de personnes en charge de la Constitution, c'est-à-dire créer à chaque fois des moments constituants qui permettent au peuple d'évoluer. Parce que la situation actuelle, on a le sentiment que il y a une sorte de crise de confiance entre la Cour constitutionnelle et le peuple qu'elle est censée servir, alors que la Cour constitutionnelle est le garant de la confiance nationale, est le garant de la stabilité des attentes du peuple, dans le sens où la Cour constitutionnelle doit aller toujours dans le sens des aspirations du peuple. Il faut qu'on sorte du juridisme qui consiste à rester dans la lettre de la loi pour entrer dans l'esprit de la loi qui est le propre des grands esprits et qui est le propre des grands bâtisseurs. Et c'est cela, la vision politique, parce qu'une cour constitutionnelle est finalement au-dessus des autres cours, parce qu'elle est plus une simple cour qui fait du judiciaire. On ne fait pas du judiciaire à la Cour constitutionnelle. On commence à faire du juridique, du constitutionnel, c'est-à-dire qu'on est dans l'esprit de la loi. Et l'esprit de toute la loi et de cette constitution même de 2016, c'est qu'elle puisse porter le pays à évoluer. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est de dire que la Cour, nous attendons d'elle qu'elle permette au Centrafrique d'évoluer. Et le président, il devra prendre ses responsabilités, quel que soit le verdict. Merci à vous, docteur Yambé Timba. On le sait, on a l'habitude de le dire de toutes les façons. La République centrafricaine, c'est un pays démocratique. Les gens ont le droit, en tout cas, de donner leur avis. Mais lorsqu'on relève, président Matomba, tous ces enjeux autour de la réécriture de cette constitution, qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'opposition même au sein de la Cour constitutionnelle au regard de ces enjeux? On aurait pensé, en tout cas, que ce serait une évidence, justement, de valider ce projet qui pourrait apporter, justement, un plus dans l'avenir de la République centrafricaine. Je crois que pour répondre à votre question, il faut commencer par peut-être le discours du président Touadéra au perchoir de l'Assemblée nationale des Nations Unies il y a quelques jours. Une phrase qui est revenue, c'est « à qui profite le crime ?» de son discours. Lorsqu'on se pose cette question, on peut donc faire marche arrière pour essayer de regarder la Centrafrique, d'où sort la Centrafrique et qu'est-ce que la Centrafrique est en train de devenir, pour donc essayer de donner
de situer, si vous voulez, les rôles de chacun dans ce qui est en train de se passer. Oui. Parce que, voyez-vous, il y a quelques années encore, la Centrafrique, ou alors le Centrafrique, était ce pays, ou alors qui connaissait un nouveau siège, n'est-ce pas, d'autres puissances, d'une rébellion, et puis même de l'ONU, comme vous le savez. C'est ce pays où les citoyens vivaient dans l'incertitude totale, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se levaient et qui ne savaient pas s'ils allaient réussir à voir la nuit. Et il se trouve donc, et c'est pour cette raison que j'ai souvent dit que le président Touadéra, j'aime qualifier sa façon de faire, la méthode de Touadéra. Et j'aime toujours dire que c'est une méthode qui doit être enseignée, c'est un cas d'école. Pour la simple raison que, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, il a réussi, d'une certaine façon, à pacifier, n'est-ce pas, ce pays-là. Oui. Et les citoyens, aujourd'hui, ne se posent pas la question, est-ce qu'ils vont se réveiller demain ou est-ce qu'ils vont voir le lendemain? Ils sont au moins sûrs qu'ils verront le lendemain. Maintenant, il veut résoudre le problème de est-ce qu'ils vont manger demain? Parce que quand vous voyez la démarche du président, c'est en fait amener les uns et les autres, non pas à survivre, mais plutôt à vivre. Alors, quand on pose la question de savoir à qui profite le crime, vous savez, la Centrafrique est un pays qui a connu une colonisation comme nos autres pays, comme la plupart des pays francophones et même anglophones. Et vous savez que le colon n'est véritablement jamais sorti. Quelquefois, il a montré des prémices de sortie, mais il est resté par des propres Africains à la peau noire, c'est-à-dire des propres colons à la peau noire, ce qu'on a généralement appelé le néocolonialisme. C'est-à-dire qu'ils sont restés à travers, n'est-ce pas, les propres enfants africains. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique et qui est regrettable, c'est que on voit que comme ils n'ont pas pu maintenir, quand je parle de ils, je parle de la France et toutes ces puissances qui veulent tenir la Centrafrique dans une certaine précarité, comme ils n'ont pas pu maintenir la Centrafrique dans la précarité par des rébellions, parce que le président Touadéra, par son entre-gens, a réussi, n'est-ce pas, avec sa collaboration bilatérale, les Russes et autres, à pacifier plus ou moins le pays. Alors il faut entrer dans ce domaine-là, dans le domaine politique, et instrumentaliser non seulement les hommes politiques, mais aller plus loin, dans la justice. Instrumentaliser les juges qui devraient être impartiaux, mais qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ont carrément un parti pris. Parce que quand vous observez, ça marche parce que les gens ont des intérêts personnels. Ils ne pensent pas la Centrafrique. Ils ne pensent pas, ils pensent peut-être à ce qu'ils bénéficieront, parce que nous avons des informations selon lesquelles la présidente de la Cour aurait eu une promesse d'un poste à l'Union européenne, dont elle sait qu'après ces 2 mandats, elle ira peut-être occuper un poste au niveau de l'Union européenne. Voilà ceux qui tirent les ficelles en réalité. Il y a eu beaucoup d'argent qui circule. Et plusieurs personnes de la Cour ont perçu de l'argent. Quand vous voyez déjà les personnes qui ont déposé des plaintes se retrouver avec la présidente de la Cour, se prendre en photo, rire, publier ces photos-là en Mondiovision, vous comprenez que là, nous ne sommes plus dans un jeu sain. La Cour, ou alors la présidente de la Cour n'est plus dans un jeu sain. Et plus grave, qui annonce n'est-ce pas, le verdict qui sera dit, du moins pas le verdict, c'est-à-dire qui annonce la cérémonie qui se tiendra demain. Ce sont les membres de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui ont porté plainte. Ce sont eux qui font le communiqué et ils le signent. Est-ce que ces derniers sont devenus subitement les porte-parole de la Cour? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça aussi comme une sorte de stratégie dans la guerre de communication? Écoutez, si vous voyez ça comme une stratégie dans la guerre de communication, moi je ne le vois pas ici, parce que moi j'ai une approche politique et je sais généralement que quand les uns commencent, ils veulent bien entrer par les armes, ça ne marche pas, il faut passer par d'autres moyens, instrumentaliser les hommes politiques, promettre à ces hommes politiques quelques prébendes qui, ma foi, ils ne peuvent pas comprendre que ce qui est promis ne pourra pas durer plus de 10 ans, et ils inscriront très mal leur nom, n'est-ce pas, dans l'évolution de la nation, mais et ils vont plus loin. Aujourd'hui, vous avez une constituante qui est en train de travailler
pour la rédaction de la Constitution. Mais cette Constitution dérive d'un pouvoir de fait, pas de droit. Bon, maintenant, on va siéger à la Cour pour statuer sur quoi? Un pouvoir de fait. Vous avez vu en Tunisie, nous avons des exemples. Comment est-ce que la Constitution tunisienne a été rédigée? Comment est-ce que De Gaulle a changé la Constitution française? Comment est-ce que ça s'est fait en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça ne se ferait pas, n'est-ce pas, en République centrafricaine? Donc, on ne peut pas, quand on essaye d'instrumentaliser le peuple, il ne marche pas. Le peuple commence à comprendre et le peuple s'aligne. Le peuple demande lui-même qu'une nouvelle constitution soit rédigée. On passe donc par les politiques. On essaye d'instrumentaliser les politiques. Là encore, il n'y a pas un grand succès. Il faut donc passer, n'est-ce pas, par la Cour et instrumentaliser celle-ci en lui faisant des promesses. Et cette Cour doit comprendre qu'aujourd'hui, les enjeux sont plus que importants pour non seulement la République centrafricaine, mais pour l'Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas que de la République centrafricaine. Ce n'est pas un enjeu uniquement de la République centrafricaine. Il s'agit de l'Afrique. Donc les responsabilités de ces derniers doivent être des responsabilités qui, ma foi, devraient s'inscrire dans la durée et dans l'histoire. Donc ils doivent être beaucoup plus responsables en se disant ce que nous avons le droit soit de dire que nous sommes incompétents, tout simplement parce que c'est d'ailleurs le cas. Ou alors, si on statue, qu'on sache au moins quel type de verdict nous allons dire. Merci, Président Matomba. Jonathan Batengeni, la parole vous revient et c'est justement pour vous interroger. Comprenez-vous les inquiétudes de ceux qui pensent que le verdict de la Cour constitutionnelle, le verdict en attente naturellement, pourrait engendrer un autre cycle de violence dans le pays? Tout à fait, c'est légitime de le penser parce que avec une constitution de transition, on reste dans l'idée d'une transition permanente, d'une transition perpétuelle et d'une transition pérenne. C'est-à-dire que la transition devient, qui est une exception, devient l'état réel de la Centrafrique et du Centrafrique. Et ce qui est une anomalie du point de vue constitutionnel. Et pourtant, le président Touadéra, il a son deuxième mandat légal légitime. Laissons même cela et rentrons un peu dans l'idée de la transition perpétuelle. La transition perpétuelle arrange ceux qui voudraient prendre le pouvoir par les armes. Pourquoi? Parce que les Bozizés sont en rebond, ils attendent simplement la bonne opportunité pour se remettre en lice. Et l'idée d'une transition perpétuelle, c'est que la même constitution servira à une nouvelle transition. C'est ça l'idée derrière. On veut perpétuer l'anomalie pour justifier un coup. C'est ce qui va se faire. C'est ce qu'ils veulent créer les conditions du coup d'État et d'une transition qui sera encadrée par une constitution qui s'y à la situation. Est-ce qu'on peut relier justement à cette affaire, est-ce qu'on peut voir une corrélation avec les informations que nous avons eues il y a plusieurs jours? Je pense qu'on les a traitées également ici. On a l'opposition qui avait été reçue de l'autre côté justement au niveau de la France. On a également eu au Quai d'Orsay les informations selon lesquelles certains blogueurs ont également été contactés pour véhiculer ont été payés un certain message. Tout à l'heure, le président Matomba le rappelait encore, ces membres de l'opposition qui ont rencontré la présidente de la Cour, ils sont filmés. Est-ce qu'il peut avoir un lien avec toutes ces informations? Posez une bonne question, Madame Zikendoumbe. On va élargir la liste des... Il y a la rencontre avec les opposants au Quai d'Orsay. Oui. Il y a la remise d'une somme d'argent à M. Bozizé pour alimenter la rébellion au Tchad, qui a été réalisée également. À partir du Tchad. Oui. Et d'ailleurs, l'argent qui lui a été remis avec la présence de militaires du renseignement français, c'était dans le cadre du recrutement de mercenaires au Soudan et au Tchad. Voilà les plans qui sont ourdis. Donc, quand nous parlons de la pérennisation d'une anomalie, c'est tout ça qui sera mis ensemble. Les blogueurs, c'est pour la guerre communicationnelle qui sera prise de manière responsable par les médias mensonges du Quai d'Orsay, c'est-à-dire France 24 et RFI, qui déjà sont en train d'alimenter une polémique sur la révision constitutionnelle ou bien la réécriture constitutionnelle au Centrafrique. D'ailleurs, vous allez voir le tireur d'élite attitrés en matière de propagande qui vont reprendre des narratifs négatifs sur le Centrafrique actuel.
qui est un pays, tout le monde peut le vérifier, qui a beaucoup changé. 95% de pacification. C'est important, Madame Sikendoumbé. 97 même, pour être plus précise. Prenons 97. Prenons même simplement le trafic qu'il y a entre le Centrafrique et le Cameroun. Oui. Aujourd'hui, vous avez des transitaires qui vous disent que c'est beaucoup mieux que ce qu'ils ont connu par le passé. Il n'y a plus la charge qui était devenue une sorte de taxe de l'escorte militaire. Oui. Ça n'existe plus. C'est des choses qui ont disparu. Donc, du point de vue économique, le Centrafrique se porte beaucoup mieux. Ces gens ont des agendas uniquement personnels. Madame Darlan, vous savez qu'elle a des relations quand même très bizarres avec un certain Crépin, Ngombi. On va pas rentrer dans ce Non, on ne va pas rentrer, Ouais. mais Bachir, c'est très important parce que je vais prendre un parallèle. Prenons le parallèle avec M. Ouattara. Où est-ce que M. Ouattara a été fabriqué? Ce n'est pas pendant qu'il était au FMI. C'est dans sa relation avec Mme Dominique Ouattara, qui était proche de M. Houphouët-Boigny et qui travaillait avec les services secrets français. C'est ensemble que tout s'est fait. Elle est juive marocaine, il faut le rappeler. Les relations interhumaines ont une incidence importante dans la structuration d'un cadre organisé. Nous ne pouvons pas négliger cela. Madame Darlan sait aujourd'hui qu'elle est en train de couver un mouvement qui est en train de gagner symboliquement. Parce que la politique, c'est les symboles. Monsieur Crépin Ngombi, qui est en train de mener c'est le leader du BRDC, il faut le dire. Celui qui prétend être le défenseur de la Constitution. Ce monsieur est en train de... Oui, Boli Goumba. Il est en train de lancer, il lance au niveau de l'Union européenne des signaux. Il se présente comme un leader crédible. Il est en train de prendre l'ascendant. Il dit en d'autres, on va le dire de manière triviale, il dit si Bozizé est loin au Tchad, si Dologuele est en France, je suis en Centrafrique et je suis celui-là que vous pouvez utiliser. C'est ça. Et Madame Darlan, vous comprenez maintenant pourquoi c'est pertinent. Madame Darlan devra donc travailler pour que Monsieur Crépin arrive à ces fins-là. C'est ça. Les décisions qu'elle va prendre demain. Le peuple centrafricain est interpellé. Il ne faut pas qu'il... Là, c'est sans procès d'intention. Non, le peuple centrafricain est interpellé. Au cas où Madame Crépin décide d'aider son ami dans ses désirs sombres, et le peuple centrafricain devra y mettre une fin de non-recevoir. C'est le peuple centrafricain qui devra prendre ses responsabilités. Que nous dit l'un des chantres de la démocratie à l'occidentale, je n'aime pas trop le citer, Abraham Lincoln. Mais il dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc le peuple est le souverain. Oui. Si le peuple est donc le souverain est convoqué pour défendre son choix. Parce que ce choix, même si en dernier recours, la Cour constitutionnelle est en train de décider de sa constitutionnalité, ce choix est d'abord le choix du souverain, dont le peuple centrafricain. Le peuple centrafricain aura la responsabilité, en dernier recours, de jouer son arbitrage. Et le président Touadéra pourra aussi, un homme politique averti, participer à montrer au peuple que nous vous avons compris. Je vais prendre un dernier élément pour le caractériser. Vous savez, quand on est dans une situation de transition, normalement, dans un régime qui quitte d'une transition, on met à terre toutes les institutions de la transition avant de rentrer dans le nouveau système. Ça n'a pas été fait au Centrafrique. Donc le président Touadéra aura l'occasion de se rattraper. En dernier recours, il pourra normaliser les choses en utilisant son pouvoir de dirigeant du Centrafrique. Il dit simplement, mes chers compatriotes, dans le cadre de la normalisation totale de notre pays, nous avons besoin de remettre toutes les institutions en place. Ça va demander un certain courage, ça va demander une certaine audace, mais ça sera nécessaire pour continuer. Madame Darlan devra savoir que demain, elle a juste une partie du combat à mener. Juste une partie. L'autre partie, c'est le peuple
et le président Touadéra qui devront l'assumer. Si la décision est négative, mais si elle est positive, eh bien, le Conseil constitutionnel se sera mis dans les nouvelles phases, dans la nouvelle vision du Centrafrique, et ce Conseil constitutionnel, dans son réaménagement futur et dans les nouvelles dispositions de la nouvelle Constitution, pourra fonctionner normalement avec le pouvoir exécutif et législatif tel que ça se fait dans une démocratie libérale contemporaine. Merci à vous, Jonathan Batengene. Docteur Yamba, alors finalement, après la décision de la Cour, Jonathan a essayé de donner quelques esquisses. Si jamais cette décision est positive ou négative, il a essayé de donner, lui, sa part de lecture. Pour vous, que devrait faire aujourd'hui cette population centrafricaine au cas où, voilà, c'est pas ce qu'on souhaite, mais si jamais la Cour constitutionnelle ne valide pas ce projet de réécriture, comment est-ce que cette population centrafricaine aujourd'hui devrait se comporter? Nous n'avons pas de leçons à donner aux Centrafricains. Vous savez, ils sont très bien comme ça. Bien sûr. Ils comprennent très bien ce qu'ils veulent. Et n'oubliez pas, la nouvelle constitution qui s'écrit, c'est ce peuple-là. C'est effectivement le peuple. Je crois qu'il y a 1 200 000 électeurs en Centrafrique. 700 000 ont donné leur signature pour soutenir ce projet. Sur les 140 députés du pays, je crois que 104 ont donné leur signature, leur aval à ce projet. Oui. À moins qu'on me dise que le vrai souverain d'un pays est autre que le peuple, alors à ce moment-là, peut-être que je vais devoir reviser mes leçons. Mais s'il y a déjà division même au sein de la Cour constitutionnelle, c'est peut-être qu'on n'est pas en train de suivre la voie du peuple. Clairement, mais peut-être qu'il faut rappeler 3 choses. Oui. La première, œuvrer ou maintenir à l'intensification du chaos en République centrafricaine, c'est un crime contre l'humanité. Qui que vous soyez, quelque citoyen que vous puissiez être, fussiez-vous chef d'une institution, leader d'un parti politique ou membre du gouvernement, si vous travaillez à intensifier ou à maintenir le chaos en Centrafrique, c'est un crime contre l'humanité. C'est un principe établi dans tout pays. Installer le chaos, c'est cela. Et chaque acteur politique ou non doit être parfaitement conscient du fait que ses décisions, ses actes, y conduiraient directement ou indirectement. Et en matière judiciaire, il n'y a pas de directement ou indirectement, vous y êtes ou vous n'y êtes pas. La deuxième chose, nous avons eu le temps d'écouter le peuple centrafricain. Nous sommes allés dans les marchés, moi je suis allé à l'université, nous avons rencontré ces gens dans la ville, tout au moins à Bangui. Je pense que ce peuple que nous avons écouté a entendu, si son projet ne va pas jusqu'au bout, il risque de très mal réagir. Et ce peuple-là risque de réagir pour 2 ou 3 raisons. D'abord, par instinct de conservation, puisque c'est un peuple martyrisé. C'est un peuple qui sort à peine de guerre. Oui. D'ailleurs même, puisque la pacification de 97% du territoire est encore toute récente, c'est un peuple qui porte les stigmates de cette guerre. Donc, par instinct de conservation, ce peuple-là risque de réagir de cette façon-là. Et par légitime défense de son avenir, puisqu'il entrevoit maintenant un nouvel avenir, ce peuple, par légitime défense de cet avenir-là, risque de réagir d'une manière imprévisible, qui peut être brutale, éventuellement, mais qui, c'est certain, sera désespérée. Ouais. Et je pense qu'une réaction d'un peuple désespéré, ce n'est pas quelque chose de souhaitable, ce n'est pas quelque chose de contrôlable. Personne n'a intérêt à cela. Nul n'a besoin de porter une telle responsabilité sur sa tête. Parce qu'il est clair que si le peuple n'avait pas été impliqué, si le peuple n'avait pas initié, poursuivi, soutenu, encadré et motivé ce projet-là, je pense qu'il n'y aurait pas, cette situation. Et la troisième chose, c'est que j'entends des gens qui rédigent des communiqués, qui font des photos, qui font ci, qui font ça. Mais interférer dans une affaire en cours, dans une instance judiciaire, pour en modifier soit la décision, soit l'accueil de la décision qui sera prise, c'est un crime réprimé par la loi. N'oublions donc pas que nous sommes dans des sociétés, nous ne sommes pas dans une cour de récréation.
Il faut bien préciser que la plupart des opposants qui constituent le BDRC, c'est des juristes, des avocats, d'éminents avocats. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement qu'en posant des actes comme ceux-là, ils se soumettent certainement à des condamnations. Est-ce que ce n'est pas calculé, prémédité pour qu'on en arrive à une situation de chaos? Mais c'est ça le souci. C'est qu'en fait, vous avez des gens qui jouent au faucon contre leur propre peuple. On ne joue pas au faucon contre son peuple ou contre son État pays. On joue au faucon contre un ennemi factuel, historique, donc légitime, à qui on peut véritablement reprocher quelque chose. Mais si vous jouez au faucon contre votre peuple, ça s'appelle du terrorisme domestique. Peut-être que nos amis, ils sont des juristes, mais il faut qu'ils portent aussi la casquette de bons juristes et qu'ils fassent très attention à la casquette de politique qu'il faut porter. Jouer au faucon contre son propre peuple et contre son propre pays, pas contre un régime, pas contre un individu, pas contre un dirigeant particulier, mais contre le peuple dans ce qui constitue ses aspirations, contre l'État dans ce qui constitue quelque chose qui construit, qui permet de faire un saut. Et dans le cadre du Centrafrique, c'est un saut quantique. Ça s'appelle du terrorisme domestique. Et sauf si, là encore, vous allez me demander d'aller revoir 2-3 choses, il n'y a aucun pays dans le monde qui tolère du terrorisme domestique. Très bien. Et je crois que ce jeu-là n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon parce que nous ne devons pas nous tromper d'ennemis dans nos pays africains. Je vous ai parlé de 3 syndromes et de 2 traumatismes dans ma première prise de parole. Il faut que ce soit toujours clairement en vue dans notre esprit quand nous agissons. Et il faut que les gens se rappellent que le terrorisme domestique, maintenir ou intensifier le chaos dans un pays, ça s'appelle, c'est passible de crime, c'est des crimes contre l'humanité. Et donc aujourd'hui, j'interpelle donc nos amis juristes et nos amis politiques de Centrafrique pour leur dire que demain, quand ils pourront bénéficier d'un patrimoine individuel par Centrafricain de 6 milliards ou de 15 milliards de francs CFA du fait du projet Sango, qui en sera heureux? Est-ce qu'il est préférable que les Centrafricains continuent à être... Aujourd'hui, ça amuse les gens qui disent que c'est le dernier pays dans le monde. Ça amuse les gens. Mais on est en train de parler d'un pays dont 16% du territoire porte quand même 3 000 milliards de dollars, 1 800 000 milliards de francs CFA. C'est ce pays-là qu'on dit être le dernier du monde. Et vous avez un président qui arrive et qui dit: je vais restaurer la dignité de mon peuple, y compris la dignité de ceux qui sont membres de la Cour constitutionnelle et de ceux qui sont membres de cette opposition, de cette opposition-là, qui se braque contre cette action constructive. Et vous dites donc que ce président-là, vous ne voulez pas qu'il fasse ce qu'il veut faire. Que voulez-vous? Qu'il devienne un petit président qui va dire: je m'achète un jet privé, je construis un nouveau palais où je vais vivre, je me fais entourer, bref, je prends la fortune, je confonds ma cassette personnelle avec le budget de l'État. C'est ce président, ce genre de choses que vous voulez. Et donc, le chaos peut rester, peut s'installer, se développer, s'intensifier dans tout le pays. Tant que je suis bien, tout va bien. Mais vous avez un président qui, du fait peut-être de son métier de base, dit: j'ai été habitué à élever des enfants, à m'assurer qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des hommes dans la société et qui vont participer à la construction de leur société. Je l'ai fait pas seulement en Centrafrique, je l'ai fait dans beaucoup d'autres pays. Et tout ce que je peux faire en tant que cela que je suis, c'est d'être un coach, un mentor, d'être un leader qui porte mon peuple et qui le mène le plus haut possible. Parce que quand vous prenez des étudiants en première année, peut-être que, et c'est là où j'interpelle le président de la Cour constitutionnelle, j'ai ouï dire que c'est une enseignante de carrière.
Elle sait donc ce que c'est que prendre un étudiant en première année de faculté, de l'amener progressivement vers les niveaux supérieurs. Elle est la mieux placée, parmi les personnes les mieux placées donc en Centrafrique, pour comprendre le projet présidentiel, qui consiste à prendre un pays qui est au niveau où il est et de l'amener progressivement vers des niveaux supérieurs. Selon le mot du président, y créer un miracle économique. Donc je crois que si elle ne le fait pas, eh bien, il faudra tirer les leçons selon lesquelles, quelquefois, il y a simplement un refus de faire avancer certaines choses. Mais nous espérons encore qu'elle va faire ce qu'il y a. Docteur Yambe Timba, décidément, il a beaucoup à dire, notre docteur. Eh bien, Président Matomba, avec vous, voilà. Avec vous, on prend donc la dernière articulation de cette édition spéciale. Tous les regards sont désormais fixés vers la Cour constitutionnelle en République centrafricaine. De nombreuses sources affirment cependant que dès demain, des manifestations vont se tenir sur toute l'étendue du territoire, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté de la majorité présidentielle. Est-ce que cela annonce un nouveau chaos en RCA, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite? Il faut déjà dire que je pense que vous avez été en RCA il y a quelques jours, après la première décision de cette cour-là. Vous avez vu des manifestations, oui. N'est-ce pas, du peuple. Oui, quand elle a statué sur le Sangokogne. Quand elle a statué sur le Sangokogne, il y a des manifestations du peuple qui ont été réprimandées et même contrôlées par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils ont éteint ces manifestations parce que ils se disaient que ce n'était pas, il ne fallait pas laisser prospérer ces manifestations. C'est une liberté démocratique que la Cour s'exprime et le peuple doit pouvoir respecter cela. Oui. Lorsque je l'ai dit, je vais revenir peut-être sur un ou deux aspects. Le Centrafrique aujourd'hui démontre à suffisance qu'il y a une véritable expression démocratique. Vous savez, vous avez pratiquement 140 députés au Parlement. Tous les députés ne sont pas d'accord que la Constitution soit réécrite. Oui. Vous avez 140 députés, 104 ont dit nous voulons que la Constitution soit réécrite. Vous avez 24 qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Oui. Vous avez sur 1 200 000, près de 700 000 personnes qui ont dit nous voulons que la Constitution soit réécrite. Mais ce sont ces voix-là qu'il faut écouter. Vous ne pouvez pas avoir un peuple qui s'exprime majoritairement et vous estimez que vous ne pouvez pas suivre la voix de ce peuple parce qu'en réalité, vous servez les intérêts d'autres personnes qui ne sont pas le peuple. Tout service qui ne soit pas un service qui rend au peuple ce qu'il désire est un service contre le peuple. Donc nous ne devons pas passer par 4 chemins pour, n'est-ce pas, essayer de le dire. Et ici, aujourd'hui en Centrafrique, le peuple centrafricain n'a pas donné un pouvoir transitoire au président Touadéra. Il lui a donné un pouvoir légitime. Important cette précision, très important. Ce n'est pas un pouvoir transitoire. Donc le président Touadéra, aujourd'hui, peut-être dans sa magnanimité, a voulu conserver, n'est-ce pas, les institutions transitoires qui existent depuis. Mais il devrait arrêter cela, parce qu'il est en voie de construire un pays. Les Centrafricains lui ont donné un mandat pour construire la Centrafrique. Pas pour que la Centrafrique devienne un pays de transition permanente. Les Centrafricains lui ont donné le pouvoir de sécuriser la Centrafrique. Ils lui ont donné le pouvoir de développer le pays. Donc il ne peut pas continuer avec des institutions qui ont été mises sous le couvert, n'est-ce pas, d'une transition, et maintenir cela, continuer à piétiner le pouvoir que le peuple lui a remis. Aujourd'hui, le peuple lui dit, nous voulons une nouvelle constitution, parce qu'il ne faut pas ignorer ces aspects. 700 000 personnes sur 1,2 million qui votent ont dit nous voulons une nouvelle constitution. Vous avez plus de 104 députés sur 140, c'est la majorité. Les députés, on le sait, ce sont les représentants du peuple. Maintenant, si les politiques, certains, parce qu'ils ne sont pas tous, puisque certains membres de l'opposition font partie même de la constituante, de la réécriture de la constitution. Si certains politiques se laissent manipuler et utiliser contre leur pays, ces politiques doivent rendre compte au peuple. Le peuple doit pouvoir dire le dernier mot. Et il faut le dire ici, le président a le pouvoir, parce qu'il a le pouvoir légitime. Il a le pouvoir légitime de dire, n'est-ce pas, ce qui se fera.
après. Il faut dire ici qu'aujourd'hui, cette Cour, déjà, pour parler d'elle, vous savez que dans la Constitution, elle devrait être constituée de 9 membres. Oui. Ça veut dire que si elle doit aller à une élection, il y a quand même que ces 9 personnes, 9 voix qui comptent. Même si la voix, là on parle de voix pour départager. Mais présentement, vous avez 8 personnes qui siègent à la Cour. 8 personnes qui siègent. Prenons un exemple. Si, dans le cas de cette affaire, 4 personnes sont pour la continuité, la réécriture de la Constitution, et que 3 soient contre, parce que des informations que nous avons, c'est que pratiquement 4 personnes de la Cour sont pour que la Constitution se réécrive. Il y a 3 qui sont contre, et la voix donc de la présidente viendra compter comme la 5e voix, c'est-à-dire 4e et 5e voix, puisqu'elle va devoir départager. Elle est prépondérante, elle va devoir départager. Voilà en fait le scénario qui est voilà ce qui est en train de se passer en fait. C'est que dans cette cour de 8 personnes, 4 sont achetés pour jouer contre leur pays. C'est-à-dire que si vous prenez la présidente, vous prenez donc les 3 autres. On ne peut pas condamner tous les membres de la cour. Si les autres disent que mais nous ne sommes même pas compétents pour siéger, les autres disent non, nous sommes compétents. Il faudrait bien que quelqu'un départage. Et c'est donc cette 4e ou cette 5e voix qui compte. Vous voyez que si déjà cette cour était constituée de ces 9 membres, parce qu'il faut dire qu'il y a eu un décès, la personne qui a été remplacée n'a pas encore prêté serment, c'est pour cette raison qu'elle ne peut pas siéger. Donc là, on ne peut pas véritablement dire que la cour pourra trancher de façon équitable. Donc, et ici, il faut le dire, il y a la voix du peuple qui compte. Le peuple a parlé. Nous avons vu et nous avons entendu des manifestations vouloir se mettre, n'est-ce pas, vouloir prendre, se mettre en place. Et l'État, le gouvernement a réussi, n'est-ce pas, à détruire ou à casser ces manifestations. Imaginez-vous que ce peuple-là décide de se lever contre ceux-là qui militent contre les intérêts, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Parce qu'en réalité, les gens croient qu'ils s'attaquent au président Touadéra, mais c'est faux. S'ils pensent que c'est contre le président Touadéra qu'ils le font, mais ils n'ont rien compris des enjeux. Ils n'ont rien compris des enjeux. Le président Touadéra lui-même a pu affirmer, pas à Bangui, à New York, à la tribune des Nations Unies. À la tribune des Nations Unies. Il a pris la posture d'un commandant en chef qui décide de construire son pays. Et il va plus loin en disant, nous pourrons collaborer avec tous les pays à condition que notre souveraineté soit respectée. Mais comment est-ce que les institutions donc ne veulent pas respecter le peuple? Lui, il a un pouvoir légitime, il n'a qu'à agir. Je pense qu'en dernier ressort, le président doit pouvoir agir et dire au peuple, vous m'avez confié votre destin, je l'assume, je vais le poursuivre et nous allons construire la Centrafrique. Et à ce moment-là, l'opposition ne pourra rien faire. Écoutez, le président, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé un peu partout là, quand il y a eu ces petits désordres. On dissout tout. Le président a le pouvoir légitime, il dissout tout. Et plus grave, prendre ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Plus grave, ici, il a des institutions transitoires. Ce n'est même pas... C'est plus grave. Tout est transitoire. Tout est transitoire. Sauf lui qui est légitime. Donc il faut arrimer le pays à la nouvelle donne. Et ça, c'est un impératif qu'il a même. Donc la décision, comme vous dites, président, de stopper, de remettre tout à plat, c'est même une urgence pour le Centrafrique. Il n'a pas besoin, dans ce cadre-là, de revenir à des vieilles méthodes. Il dit, bon, les vieilles méthodes nous ont montré leurs limites. Et leurs limites peuvent nous conduire à une impasse qui nous remet dans les mêmes travers. Dans tous les cas. Dans le but de sauver la paix en Centrafrique. Quel que soit son qui viendra aux affaires, on devra rectifier cette constitution. Dans tous les cas, le feu actuel permet de faire sortir les rats de l'air terrible. Tout à fait. On va voir qui est qui est contre le Centrafrique. Parce que effectivement, les gens ramènent le débat au président. C'est pas ça. Non. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut rappeler à tout le monde. Le président, il peut, et là, je pense que nous devons le lui dire quand même, mais il le sait mieux que nous. Il doit prendre ses responsabilités. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, c'est en fait, vous avez quelqu'un qui est légitime, qui
lui, ne fait plus partie de la transition, mais qui est mis sous tutelle par les institutions de la transition. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc merci à vous, docteur Yamb, merci à Jonathan Batengene, bien sûr, au président Matomba, merci aussi à nos téléspectateurs qui nous ont suivis dans le cadre de cette édition très spéciale, je veux le dire ainsi. Demain, comme on a dit, vendredi à 11h, c'est ça. Heure de Bangui, naturellement, et bien sûr sur les antennes de Foyo Média, des émissions s'enchaîneront, que ce soit à la matinale, au même... nos différentes émissions jusqu'au point sur l'actualité, au grand journal, nous serons là analyser la décision de la Cour. Analyser la décision. Voilà, donc c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.